Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une démo d'éclairage sur Unity HDRP. Je vais vous montrer comment on éclaire une scène en partant de zéro, une scène sci-fi. Je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Ok? Allez, c'est parti. Alors vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être jeune diplômé, vous êtes peut-être développeur, je ne sais pas, que sais-je, peu importe, vous avez créé vos modèles 3D et vous les avez importés dans Unity, et bah merde, là c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Vous comprenez pas pourquoi, la scène de base HDRP ressemble à ça, ok, vos assets ressemblent plus ou moins à ce que vous aviez, mais par contre, en termes d'éclairage, franchement, enfin, bof quoi. Pourquoi c'est lumineux à l'intérieur? Pourquoi il y a ce bleu ici? Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas quand on commence à éclairer dans Unity, et c'est normal, hein, parce que si vous le savez pas, vous le savez pas, et je suis là pour ça, je vais vous montrer. Donc la première chose, dans Unity HDRP, quand on commence à travailler, c'est de prendre le contrôle du ciel. Hein. Comme disait mon arrière-grand-père qui était militaire dans l'armée de l'air, prendre le contrôle du ciel. Alors c'est important. Pour ça, je vais créer un volume. Donc je fais un clic droit, je vais dans... alors là, je me perds toujours, je sais jamais où c'est dans volume tout simplement. Clic droit, volume, je vais dans Sky and Fog Global Volume. Voilà, donc je crée un Sky and Fog Global Volume, donc on voit que mon ciel a changé. Maintenant, j'ai donc un volume qui contrôle le ciel et le fog de ma scène, d'accord? Et ce ciel, par défaut, est un ciel Physically Based Sky. Donc c'est un ciel qui prend en compte la direction de ma lumière, qui est là, ma directionnelle. Vous voyez bien que, voilà, j'ai un sun qui est représenté dans le ciel, et selon comment que j'oriente ma lumière directionnelle, le gradient dans le ciel change, hein, d'accord? Ok, c'est comme un verre sky. Jusque-là, tout va bien. Donc je le contrôle ici. Si je veux prendre le contrôle de ces paramètres, je vais overrider le paramètre que je veux contrôler. Si je clique sur All, je prends le contrôle de tous les paramètres. Je peux changer les teintes, l'orientation du soleil, la densité des aérosols dans l'air, etc. Bref, tout ça, moi je m'en sers quasiment jamais, mais vous pouvez le faire. Par contre, si vous voulez changer de type de ciel, vous voyez qu'il y a plusieurs types de ciel. Il n'y a pas de ciel du tout, un gradient sky, un HDR sky et un physically based sky. Si on veut mettre par exemple un gradient sky, voilà, je passe sur gradient sky. Le piège, c'est que là, je suis passé sur gradient sky, mais je ne suis pas encore sur un gradient sky tant que j'ai pas désactivé ici cet override de physically based sky. Je le désactive, voire je peux le supprimer. Hein. Clic droit, je fais clic droit remove, voilà. Et je vais cliquer sur add override et je vais chercher dans sky un override de gradient sky. Et là, hop, je peux prendre le contrôle de mon dégradé dans le ciel. Alors vous allez me dire, pourquoi ici je change la couleur, pourquoi je vois quasiment rien? C'est parce que mon gradient sky par défaut a une luminosité nulle, ici à 0. Je vais compenser l'exposition, je vais l'augmenter. Voilà. Donc j'augmente l'exposition, et là effectivement je vois que j'ai ma couleur top, ma couleur middle, et ma couleur au niveau du sol, que je peux changer, et qui influe sur l'éclairage global de ma scène. En vrai ça influe surtout sur les réflexions, hein, on va voir ça tout à l'heure.
Ensuite, je peux passer en mode HDRI Sky. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir télécharger des maps HDRI classiques, comme vous les mettriez dans V-Ray, dans n'importe quel logiciel, dans n'importe quel ray tracer classique. Une image HDRI, c'est une image à 360 degrés avec une grande plage de luminosité. Alors pour ça, donc je passe en mode HDRI Sky. Et encore une fois, ici, le gradient Sky ne me sert plus. Je peux le désactiver et le supprimer. Et je vais cliquer sur Add Override et je vais aller dans Sky, dans HDRI Sky. Et là, je peux prendre le contrôle d'absolument tous les paramètres, et ici mettre une map HDRI. Donc vous voyez que j'en ai une ici, voilà. Je la charge, et encore une fois je la vois pas parce que sa luminosité est à 0, je vais pousser la luminosité. Voilà, je commence à la voir. D'accord? Et si on regarde cet asset, hein, c'est une image. À la base, pour charger une image HDRI, eh bien, c'est une image simplement que vous avez téléchargée par exemple sur Polyhaven. Polyhaven, si vous ne connaissez pas, allez voir ce site, hein, je vous le mets en description, c'est un site sur lequel vous pourrez trouver plein d'assets HDRI gratuits. Et donc par défaut, voilà, quand vous importez une image HDRI, elle se présente comme une image classique, voilà, c'est ça, une image rectangulaire, quoi, en 4K, voilà, je sais pas ce que j'ai choisi, une image 4K, en EXR, et je vais dire à Unity, au moment de l'import, ici, que c'est une image format cube, donc ça va me faire une cube map, voilà, ça me fait cette sphère avec une grande luminosité, une grande plage de luminosité. Et c'est cette image que je peux placer dans mon ciel, voilà, pour faire mon environnement. Ok. Alors ensuite, une fois que j'ai placé ce ciel, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire le noir complet dans ma scène. Alors là, c'est peut-être déjà le cas, on va voir si mon exposure, je la baisse. Eh bien non, pas vraiment. Vous voyez que j'ai beau baisser mon exposition, il y a toujours une luminosité là bizarre. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement à cause de l'exposition de la caméra. Donc je vous conseille de mettre directement sur ce Sky and Fog Global Volume un override d'exposition. Et là, vous allez régler l'exposition de votre caméra. Par défaut, il n'y en a pas. Et il y a une sorte de fallback. Il y a un fallback, c'est-à-dire que Unity met une exposure de caméra par défaut. Même si vous n'en avez pas défini. C'est pour ça que la caméra, quand vous essayez d'éteindre la lumière dans le ciel, en fait, la caméra se réexpose davantage. Essaie d'éclaircir l'image. C'est pour ça qu'il y a toujours une luminosité qui est emmerdante. Et si on comprend pas d'où elle vient, bah, putain, on est bien emmerdé en fait. Donc, je prends le contrôle de mon exposure en mettant un override d'exposure. J'active tous les modes ici, là, tac, tac. Je suis en mode fixe. Et en mode fixe, je vais pouvoir régler la sensibilité de ma caméra. Vous voyez qu'il y a une petite icône sur la droite qui permet de se repérer sur le niveau de puissance de la caméra, sur sa sensibilité. Là, je suis exposé pour un plein soleil, par exemple. Là, j'expose pour un coucher de soleil, j'expose pour la nuit. Vous voyez, les petites icônes permettent de se repérer un peu et de rester dans des valeurs, dans les clous, en fait, hein, dans des valeurs cohérentes. Donc là, si je veux commencer à faire le noir, voilà, je vais mettre mon exposition un peu sur la droite comme ça. Hop. Donc on est déjà mieux. Ok. Alors maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est commencer à éclairer votre scène en plaçant des lights. Vous allez pouvoir enfin commencer à prendre le contrôle de votre éclairage. Donc en général, je me crée un objet nul qui s'appelle Lighting. Ok, que je vais mettre à 0, 0, 0 dans la scène, c'est une bonne habitude à apprendre. Et puis je vais commencer par exemple à créer une première light, on va voir ça, je mets une spotlight. Je vais la mettre ici. Je vais l'orienter vers le bas, hop, CTRL, cliquer, glisser pour faire des rotations au snap, des rotations snappées. Je vais la mettre au plafond, et puis je vais booster sa puissance. Alors là, je change son angle, voilà, le cône d'action de ma lampe, et je vais booster sa puissance sur la droite. Et si j'ai pas encore assez de puissance, je peux activer les petites options additionnelles, 3 petits points ici sur la droite, Show Additional Properties, par défaut vous l'avez pas. Voilà, et ça me permet de booster encore la lumière ici, avec un autre paramètre de multiplicateur global. Ok. Alors là, je vais faire attention à une chose, c'est que ma lampe est très puissante. Au final, je vais me retrouver avec une sorte de décalage parce que je veux faire une scène plutôt un peu dans la pénombre. Donc je vais plutôt régler ma lampe pour qu'elle soit comme une lampe un peu d'intérieur. Vous voyez, l'icône me permet d'avoir une représentation de la puissance de la lampe par rapport à des puissances réelles. Donc là, ça m'a l'air bien, une lampe de cet ordre-là. Maintenant, je vais régler mon exposure de caméra. Donc je reviens sur mon Sky and Fog Global Volume qui contrôle mes effets de caméra. Et je vais changer mon exposition pour rééclaircir ma pièce. Ok. Donc là, on voit que je récupère encore de la lumière à l'extérieur, ça m'embête. Donc je vais changer l'exposition de mon sky. Je vais baisser mon sky encore, voilà.
Mon sky, il est comme ça. Il est peut-être encore un peu fort. Je le baisse comme ça. Ok. Voilà. Là, ça commence à être intéressant. Alors, ce spot, maintenant, ce que je peux faire éventuellement, c'est dans mon Sky and Fog Volume, régler le niveau de fog de ma scène. Alors, par défaut, c'est un fog volumétrique. Et si j'augmente sa distance, pardon, si je réduis sa distance, mettons à 40, donc ma scène commence à baigner dans un fog. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je prends ce spot-là, je vais pouvoir booster son intensité au niveau des volumétriques. Vous voyez, je peux booster, hop là, l'intensité de la volumétrique. Donc ça, c'est assez sympa, déjà. Je peux activer les shadow maps, ça veut dire que si j'active les shadow maps et que en plus, dans ma scène, je vais placer par exemple un objet mouvant. Alors un objet mouvant, je place une sphère, vous voyez, tac, comme ça. Cet objet passe à l'intérieur. Voilà, vous voyez que j'ai l'ombre projetée en fait de la sphère dans la lumière volumétrique. C'est assez intéressant. Sur cette lumière, évidemment, on peut changer la résolution de la texture. Hein. Faites-le si vraiment il y a l'intérêt à le faire, parce que là, vous voyez que je vois pas vraiment de différence entre une qualité basse 512 et une qualité ultra. Donc ça dépend vraiment des cas de figure, de si votre caméra est proche de l'ombre, que vous voulez filmer, etc. Donc ça, c'est une light de type spot. On pourrait mettre une light de type area light, par exemple. L'area light, c'est intéressant. Le seul problème, c'est qu'on peut pas avoir de lumière volumétrique avec une area light. Par contre, si dans un couloir sci-fi comme celui-ci, vous n'avez pas de support de lampe représenté physiquement pour représenter vos lampes, et bien avec une area light, vous pouvez, si vous activez les petites options additionnelles, vous pouvez dire à Unity d'afficher le mesh ici, tac, vous voyez. Donc ça me fait une sorte de lightbox. Hein. Comme ça, à pas cher, je peux venir donner l'impression qu'il y a un support au plafond, et je peux venir changer la forme, hein, comme je veux. Ok. Donc ça peut être intéressant. Alors je pense que je vais lighter mon couloir un peu comme ça. Je vais me créer un truc dans ce genre-là. Je vais désactiver les ombres. J'ai pas forcément besoin qu'il y ait des ombres émises. À partir de ça, je vais faire un système avec deux lights. Cet area light va me servir de support pour représenter physiquement ma lumière. Ça m'a l'air d'être pas mal. Est-ce que c'est bien centré? Ouais. Ok, et je vais rajouter en complément peut-être une pointe light. Donc mettons que cette light, là je rajoute une pointe light dedans, ici. Voilà. Cette pointe light, je vais la booster un peu. Je vais booster un peu la volumétrie de cette pointe light. Ouais, pas mal. Ah, donc j'ai un système à base de deux lights. Il m'a l'air d'être pas trop mal. Ok, et sur cette light, peut-être que je peux activer les ombres. Ça peut être intéressant. Voilà. Ok. Donc là, j'ai un système qui est pas mal. Maintenant, si je veux augmenter le réalisme encore, ce que je pourrais faire, c'est peut-être avoir un lens flare. Alors, pour avoir un lens flare, vous allez sur la light qui vous intéresse et vous allez rajouter un composant qui s'appelle lens flare. Tiens, c'est original. Pas lens avec un A, lens. Ah, lens flare. Lens flare SRP, d'accord? Alors par défaut, ici, il suffit de charger un profil que vous n'avez pas. Par défaut, vous n'avez pas ces profils, il va falloir les créer. Mais en fait, ils sont cachés dans Unity. Vous allez dans Window, dans Asset, dans Package Manager, pardon. Vous allez dans Unity Registry. Voilà, et vous allez chercher HDRP, le package HDRP qui est ici, High Definition RP. Vous allez dans les samples, vous dépliez les samples et vous avez ici les lens flare samples que vous pouvez importer. D'accord? Vous voyez qu'il y a d'autres trucs qu'on peut importer. Dans Unity, il y a pas mal de choses qui sont cachées comme ça de base. C'est un peu l'inverse de Unreal. Dans Unity, vous créez une scène, vous avez rien. C'est à vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Dans Unreal, vous créez une scène, vous avez tout. C'est à vous de supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. Et limite, c'est deux philosophies inverses. C'est marrant de voir ça. Donc, j'installe les lens flare. Et donc, ça me donne accès
à ces profils qui sont ici. Donc maintenant, si je charge un profil, vous voyez que ça me fait un lance-flare. Il y en a plusieurs. À vous de choisir, vous pouvez le modifier. Il y en a un qui s'appelle Sci-Fi, justement, donc je vais partir sur celui qui s'appelle Sci-Fi. Je peux changer l'intensité du flare, le scale aussi. Voilà. Cool. C'est intéressant, comment savoir cet aspect un peu sci-fi, un peu J.J. Abrams. Alors, méfiez-vous d'un truc, c'est que sur ces lance-flares, si vous les regardez à travers un mur, eh ben, ils vont continuer en fait à être visibles, à moins que vous ne cochiez occlusion ici. Alors, je sais pas si on le voit, ouais. À moins que vous ne cochiez la case occlusion, enable, donc ça permet voilà, de cacher le lance flare derrière une géométrie. Donc ça se fait automatiquement, voilà, avec un délai de transition que vous pouvez régler aussi. Voilà. Pensez à faire ça. Donc là, j'ai une light que je vais après dupliquer dans mon couloir, hein, dans ma station spatiale. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal, hein, ce système. Je vais partir là-dessus, ouais. Ouais. Après, est-ce que je veux une espèce d'impact au sol? Ça peut être intéressant, peut-être. Oserais-je mettre une troisième light? Eh bien, pourquoi pas, hein, tant que les perfs sont là. CTRL D. Je vais essayer de mettre une spotlight. Hein. Voilà, comme ça, comme ça. C'est peut-être un peu trop là, on va voir. On va voir. Ouais, je pense que c'est too much. Ouais. Alors je vais appeler ça lampe plafond. C'est mon système de lampe au plafond, vous l'avez compris. Et ce que je vais faire, c'est me créer un préfab. Create, préfab. N'hésitez pas à créer des préfabs. Oh non, c'est pas ce que vous voulez faire, je vais créer un dossier d'abord. Ah. Hop là, create folder. Préfab. Ok. Et là-dedans, je vais mettre ma lampe plafond. Voilà, ça m'a créé un préfab. Au moins, comme ça, si je change une valeur sur mes lights, je pourrais les changer sur toute ma station d'un coup. Ce qui est quand même plus pratique. Donc maintenant, je me mets en vue du dessus. Et puis, je vais venir dupliquer ma lampe. CTRL et CTRL D. Et on duplique. CTRL D. CTRL D. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça m'a l'air bien. Deux comme ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça drone? Et donc j'ajusterai probablement la puissance des lights et des flares. Hein. Super. Je vais commencer à peupler le reste de la station. Donc, je reste en vue du dessus. CTRL D. Hop là, le couloir opposé. Pareil. Très bien. Et tac, CTRL D. Les couloirs transversaux sont un peu différents. Tac, je pivote. Mais ça là, peut-être une, ça suffit comme ça. Alors, au passage, je pense que je vais faire une modif sur ma light. Donc, l'area light ici, je vais peut-être la changer, modifier sa taille, plus petite comme ça, plus carré, ouais. Le flare, je vais le modifier un petit peu. Moins fort, plus petit, plus discret. Je vais appliquer les modifications, on va voir ce qui se passe. Donc, je prends mon préfab, je vais dans Override, je fais Apply. Boum, voilà. Donc ça m'a changé toutes mes lumières d'un coup. D'ailleurs, ça n'a pas changé mon area light du plafond. Pourquoi? Ok, ça s'est actualisé. Juste un petit bug. Donc là, mes lights se sont réduites. Parfait. C'est pas mal. Eh bien, je continue à peupler ma station. Let's go. Donc, là, celle-là. Là, on a une autre zone de la station. Avec un sas au milieu. Hop, hop. CTRL D.
peut-être une ici au milieu, ça suffit. Et une ici. Qu'est-ce que ça donne? Et ça m'a l'air pas mal. Et il nous reste ce couloir. Tac. Ici. Et on est bon. Ok. Bien. Donc ça commence à être intéressant. Au passage, j'ai créé une cinématique pour tester tout ça. Plus ma timeline qui est là. Je vais vous montrer ça. Tac. Dans ma game view, ça permettra de tester en temps réel sur un cas concret. On est déjà mieux qu'au début. Il y a encore du travail, vous allez voir ce qu'on peut faire. Ok. Donc là, on va travailler sur les réflexions. Il y a encore un truc qui va pas, c'est que, en fait, par défaut, si vous mettez pas de reflection prop dans votre scène, n'importe quel objet de votre scène va refléter, si c'est un objet métallique, il va refléter la skybox. D'accord? L'environnement. C'est pour ça que souvent vous n'arrivez pas à faire le noir dans une scène, parce que même si vous éteignez les lumières, déjà il y a l'exposure de la caméra qui tente de rééclaircir la scène. Et en plus, vous avez un effet bleuté parce que vous avez, même si vous êtes au fin fond d'une caverne à 500 mètres sous terre, vous avez en fait le bleu du ciel qui se reflète dans votre décor. Donc pour éviter ça, on met un reflection prop dans chaque pièce. Le reflection prop, il va capturer la lumière de la pièce, il va faire un rendu à 360 degrés de votre pièce, il va réinjecter ce rendu dans tous les objets qui ont besoin d'un reflet, en fait. C'est très simple à mettre en place, je vais vous montrer ça. Je vais me créer un petit parent que je vais appeler probs, par exemple. Appelez-le comme vous voulez, c'est juste histoire d'être organisé. Et dedans, je vais me créer, je fais un clic droit, je vais aller dans Light et je vais chercher Reflection Probe. Donc, un Reflection Probe, ça se présente comment? Pourquoi je le vois pas? Je vais augmenter la taille des icônes 3D. J'ai dû le masquer, peut-être. J'ai dû le masquer. Pourquoi il est masqué? Ce Reflection Probe. Bah, il est apparu. Petit lag, sans doute. Donc, ce Reflection Probe, il est là. C'est une icône de sphère, comme ça. Et l'idée, c'est de le placer au centre d'un couloir, par exemple. Hop, hop, je le place au sein d'un couloir, au centre. Et vous voyez qu'il y a une zone d'influence, il y a un cube autour. Donc ce cube, je vais faire en sorte... Alors je vais repousser un peu temporairement le fog là. Je vais le remettre à une distance 150 peut-être. Plus loin, voilà. Donc ce Reflection Prop, je vais faire en sorte que la box d'influence ici englobe le couloir. Donc, mettons que j'en mette un ici au milieu. Tac, comme ça. Je vais désactiver les lights pour mieux voir dans mon viewport ce que je fais, parce que là, mon lighting est en train de me perturber, et vous aussi, j'en suis sûr. Donc je clique sur la petite icône de light là, pour désactiver mon lighting. Voilà. Et donc, vous voyez que ma zone d'influence, elle a deux parties. Elle a une partie verte et une partie blanche ici. En fait, mon reflet va faire un dégradé entre la partie verte et la partie blanche. C'est-à-dire que si j'ai un objet métallique, il va subir le reflet complètement tant qu'il est dans la partie verte. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de la bordure extérieure, le reflet va diminuer en puissance et va disparaître complètement. Ça permet de faire des fondus en fait entre les pièces du jeu. Donc là, je vais faire en sorte que tout mon couloir soit dans la partie verte. Vous voyez? Voilà, là, je pense que c'est le cas. Hop. En largeur,
en hauteur. Voilà. Tout est englobé dans mon reflet. Donc maintenant, une fois qu'on a placé ce reflection probe, eh bien, il faut le calculer. Vous voyez que par défaut, il est en mode baked. On va laisser en mode baked, on va descendre un peu dans les paramètres. Et ici, on peut le calculer. Et on clique sur Bake. Et en fait, ça va me générer un reflet. Là, il est tout blanc. Je vais baisser la puissance. Vous voyez, je baisse la puissance. Et on voit bien que dans mon reflet, j'ai le couloir, en fait. Et attention, ça ne marche que si votre décor est en statique. Et ouais, là, moi, ça marche parce que je l'ai déjà fait. Si je regarde, par exemple, ce mur ici, en haut à droite, il est marqué statique. Et j'ai coché statique. Pam. Statique pour absolument tout. Ce qui nous intéresse en vrai, c'est au moins de le mettre en statique pour l'AGI. Et de le mettre en statique pour les reflection probes. D'accord? Si vous voulez pas vous faire chier, vous cliquez sur statique. Si votre décor est bien organisé, vous avez un parent en général avec le décor. Et sur ce décor, eh bien, il suffit juste de cocher statique. Voyez, et de cliquer sur Yes, Change Children pour que tous les objets à l'intérieur deviennent statiques aussi. Voyez? Tac. Tout est statique. Donc là, ça permet de faire en sorte que les reflection probes, eh bien, quand on les calcule, voient les objets statiques et les rendent en fait dans leur reflet. D'accord? Donc là, vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que maintenant, si j'ai un objet complètement métallique, eh bien, il aura cette gueule-là. Il aura vraiment le reflet du couloir en fait. Et ça peut faire, enfin, et ça fait en sorte que bien, le reflet du ciel n'agit plus sur l'intérieur de mon couloir. Ok. Donc, alors là, ça va se voir. Hein, si jamais, par exemple, je me prends une sphère de test, même pas une sphère de test, ce robot là, ce robot maintenant, le reflet, voilà, le reflet du robot maintenant, c'est normalement le couloir, c'est cohérent. Et si j'enlève mon reflection probe, je le désactive. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Mon reflet redevient en fait le ciel. Et comme mon ciel est très sombre, mon reflet il est pas terrible. Voilà. Donc c'est important de mettre des reflection probes dans chaque pièce, de bien les placer, de les baker, et quand on les active, bam, l'objet métallique, eh bien on a l'impression que voilà, il est à sa place, quoi. Hein. Ok. Donc je vais faire ça. Les reflection probes, je vais les placer un peu partout dans ma scène. C'est parti. Donc le premier, il est là. Je désactive la lumière pour voir ce que je fais. J'ai un peu de mal à voir la zone d'influence. Encore un bug, ça, je pense. Bug d'affichage. Ah non, c'est parce que j'avais caché mes gizmos. Je suis bête. Ah là. Vous auriez pu me le dire. Hein. Allez, donc, un reflection probe. CTRL D. Je remets un autre sur le couloir d'en face. CTRL D. Je fais une rotation. 90 degrés. Clac. Et j'en mets un autre sur le couloir central. Voilà. Alors là, je vais faire en sorte que les zones ici en haut et en bas se chevauchent. Vous voyez, avec mes couloirs latéraux. Donc je vais faire en sorte que mon reflet, voilà, soit à peu près comme ceci, à cet endroit-là. Alors là, je vais même faire mieux parce qu'en fait, si je regarde ma scène, j'ai des sas. J'ai des sas et à mon avis, le mieux, c'est d'avoir un light probe dans cette première partie ici et un light probe derrière la porte. Comme ça, si jamais j'ouvre la porte et que je change la lumière, je vais avoir en fait un reflet qui sera cohérent des deux côtés. Donc, c'est parti. Lui, je vais le mettre là. De ce côté, au centre. Je vais changer la taille pour que ce soit à peu près comme ça. Alors, le plus dur, c'est de se repérer un peu dans la scène pour bien placer ses limites. Hein. Voilà. Grosso modo, là, je suis pas trop mal, je pense. Regardez bien. Ensuite, CTRL D, et je vais mettre celui qui est ici. Alors lui, il est un peu plus large normalement. Voilà. Je chevauche un peu. Si je les prends tous, je vois toutes les zones simultanément. Donc ça me permet d'ajuster un peu les zones de chevauchement comme ça. Hop, hop, c'est pas trop mal ça. Ouais, ok. Je pense que c'est pas trop mal. On ajustera si besoin.
Et donc ces reflection probes du couloir transversal, je les copie et je les mets dans le couloir transversal de droite. Donc là, j'ai toute ma scène qui est couverte de reflection probes. Parfait. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est chiant, il va falloir les béquer un par un. Non, heureusement, on n'est pas obligé de les béquer un par un. Il suffit pour cela d'aller dans Window, dans Général, pardon, dans Window, dans Rendering et dans Lighting. Donc ça vous ouvre cette petite fenêtre de Lighting. Je vous conseille de la mettre directement à droite comme ça et de la garder toujours avec vous. Et vous allez créer un nouveau Lighting Settings, d'accord? Cliquez sur New, ça va vous créer un preset que vous pouvez nommer si vous voulez. Et ça va vous donner accès à la possibilité de générer le lighting et notamment, vous voyez, si je clique sur la petite flèche, de béquer les reflection probes. Donc en un clic, vous allez béquer tous les reflection probes. D'accord? Alors méfiez-vous, c'est que par défaut, si vous créez un nouveau preset, vous avez normalement ça d'activer, le Mixed Lighting Beckett Global Illumination. Pour l'instant, désactivez tout. D'accord? Ça, c'est le light mapping, on va pas s'en servir. Ça, c'est la GI temps réel, on va s'en servir. Donc désactiver ces deux paramètres et juste cliquer sur Generate Lighting, il va me rebéquer mes reflection probes. Vous voyez, par exemple, lui, il est béqué, lui, il n'est pas béqué. Il les a béqués quand même. Non, c'est qu'en fait, il prend le reflection probe déjà béqué. Donc, je vais faire Generate Lighting. Voilà, donc il calcule. Il me génère les images. Voilà, vous voyez que le reflet s'est mis à jour. Il correspond bien au couloir dans lequel je suis. Et tous les reflection probes se sont mis à jour. Voilà. Donc ça, c'est important. Regardons ce qui se passe maintenant dans l'animator, non pas dans l'animator, dans la timeline. Voilà, donc le reflet est pas mal, j'ai un beau métal. Visiblement. Tac, tac. Ok. Souvenez-vous, j'ai créé tout à l'heure un Sky and Fog Global Volume. Je vais créer maintenant un Global Volume tout court. Vous voyez, il y a le Sky and Fog Global Volume, mais il y a aussi le Global Volume. Et le système de volume, ça fonctionne en général comme ça, avec deux volumes. Un Sky and Fog Global Volume qui va définir votre ciel et votre fog, éventuellement votre exposure. Vous mettez ce que vous voulez dessus, mais en général, on se contente de ça. Et un Global Volume qui lui aussi va avoir des effets, mais des effets plus spécifiques comme le glow, la SSAO, donc l'occlusion, les retouches couleurs, etc. Et ce global volume va agir globalement sur votre scène, mais vous allez aussi pouvoir avoir des local volumes, donc c'est la même chose, mais ça va agir sur des zones de votre jeu. Si le joueur va passer dans ce local volume, la caméra peut changer par exemple d'exposure, peut changer la couleur, etc. Donc je me crée un global volume, je me crée un nouveau preset, new, et maintenant j'ai accès à une série d'overrides. Et notamment, vous voyez, je peux, dans les overrides, aller chercher dans Lighting, l'ambient occlusion par exemple, et prendre le contrôle de l'ambient occlusion. Alors je dis prendre le contrôle parce que par défaut, il y en a une. Il y a un fallback, il y a déjà des effets par défaut qui sont appliqués par Unity, mais le fait de spécifiquement mettre un effet d'ambient occlusion, ça me permet, si j'active tous les paramètres, ici de booster, si je veux, l'ambient occlusion, vous voyez, elle apparaît un peu. Vous voyez, là, je peux la booster encore plus. Là, c'est à vous de la régler. Attention à ne pas avoir d'effet trop artificiel. Il faut y aller quand même mollo. Je peux changer la qualité. Hop là, changer le radius. Tac. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est là en général que je vais commencer à créer un peu le look de mon image et notamment dans le lighting, alors pas dans le lighting mais dans le post-processing, je peux mettre par exemple des ajustements de couleurs. Donc allez, je vais activer tout ça. Je vais changer, alors pas les ajustements de couleurs, si vous voulez, vous pouvez changer l'exposure après coup. Voilà, je peux changer le contraste. C'est peut-être ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais commencer à donner un look comme ça à mon image. Je peux teinter globalement mon image. Vous voyez, c'est ça, à 0. Je vais mettre post-processing. Je vais mettre un shadow, mid-tone, highlight. Ça marche bien. J'aime bien utiliser ça. Ça me permet de teinter uniquement les ombres. Vous voyez, je peux teinter les ombres un peu en bleu, en rouge, comme je veux, pour donner un style un peu analogique, par exemple, pellicule. Les tons moyens, c'est pareil. Je peux les teinter un peu. Et les tons, les hautes lumières, pareil, je peux les teinter plutôt dans un peut-être jaune comme ça.
Voilà, donc là, je viens donner un look à mon image. Vous voyez, sans, avec. Il y a plein d'effets, hein, il y a plein d'effets. Si je vais dans Post-Processing, je peux rajouter, par exemple, un effet de vignetting. Hop là. Ok. Pareil, hein, on y va mollo là-dessus. Voilà, un petit effet de vignetting. Je peux rajouter un petit effet de, pourquoi pas, d'aberration chromatique. Hop. Si j'y vais à fond, ça va faire wow, comme ça, là. On y va mollo sur les aberrations chromatiques. Voilà, léger comme ça peut être stylé. Qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Je peux prendre le contrôle de mon glow, si je veux, de mon bloom. Vous voyez? Par défaut, c'est pareil, il y en a un. Mais là, vu que je mets spécifiquement un override, bah, je prends le contrôle du bloom. Je vais changer la qualité, le mettre en high. Changer l'intensité. Donc par défaut, ça va s'appliquer sur toute l'image parce que mon threshold est à 0. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont au-dessus de 0 subissent le glow, donc toutes les valeurs. Donc je vais augmenter cette valeur pour que ce soit que mes lumières au plafond là, qui fassent du glow. Hein. Ok. Je peux changer le rayon de mon glow. Je peux changer la teinte de mon glow. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, dans Dirt Texture, je peux mettre une texture. Et là, vous allez chercher sur le net, par exemple, vous allez taper Lens Dirt. Et vous allez tomber sur des textures qui ressemblent à ça. Des taches comme ça de texture sur l'objectif. Vous allez mettre une texture comme ça à l'intérieur. Vous allez booster l'intensité. Et vous voyez ce qui se passe, je suis en train de salir en fait l'objectif de ma caméra. Je vais aller à l'intérieur ici. Voilà, je suis en train de salir l'objectif de ma caméra. Alors là, il est super sale. Hein. On était en bord de mer, là, il y a des embruns qui ont tapé sur la vitre. Donc allez-y mollo avec ça, mais c'est le petit détail hein, qui rajoute un peu de réalisme. Là, j'ai mis à 161, on va se calmer, hein, je vais le mettre plus bas, mais voilà, ça rajoute des petits points de lumière comme ça. Vraiment, quand on est près d'une source lumineuse, ça peut être assez stylé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Post-processing, on peut prendre le contrôle du motion blur, on peut changer le tone mapping, mais par défaut il est pas mal le tone mapping. Vous voyez, je peux le désactiver s'il y en a déjà, il y a déjà un effet de tone mapping, il y a toujours un fallback encore. Là, si je mets none, là il n'y a pas de tone mapping, donc j'ai une image assez neutre. Vous voyez? Par défaut, normalement le tone mapping ça doit être le profil Aces, Aces, je sais pas comment on prononce ce truc. C'est ça, c'est ce profil-là qui est par défaut, parce que si je le rajoute, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de mettre cet effet-là, je vais rester sur la valeur par défaut. Donc, on commence à être pas mal. Si je regarde ce qui se passe maintenant dans ma Game View. Ok. Alors, j'aimerais faire en sorte que peut-être vraiment je fasse le noir à l'extérieur. Donc, je vais retourner sur mon Sky and Fog Global Volume. Et je vais, l'exposition de mon Sky, je vais la changer. Alors, pas l'exposition de ma caméra, l'exposition de mon Sky qui est là. Et ici. Alors là, j'arrive pas à faire le noir complet. Donc si le ciel... Ah oui, c'est normal. J'arrive pas à faire le noir complet parce que j'ai une directionnelle dehors qui est allumée. En fait, c'est aussi ça. Hein, depuis tout à l'heure, vous auriez pu me le dire aussi. Hein. J'ai une directionnelle qui est allumée, que j'ai oublié d'éteindre. Ben oui. Je suis bête. Voilà. C'est ça qu'on voit qui tape sur le mur. Boum. Donc là, je fais le noir complet. Si je veux, je peux mettre une map HDRI un peu sombre, un peu de ciel étoilé. Hein. Si on regarde par la fenêtre, ça pourrait être intéressant. Mais là, je vais rester sur un fond noir. Ah, c'est pas mal, hein. Ça commence à être bien. Hein. Commence à être pas mal. Hein. Hey. Alors, à partir de là, je vais améliorer encore drastiquement l'éclairage en utilisant de la GI temps réel. Et ouais, donc la GI temps réel, ça marche comment? Eh bien, on va dans Lighting et on va activer Real Time Global Illumination. Ok, donc c'est la GI temps réel. Ça, je vous le conseille pas, le Beckett Global Illumination, c'est le light mapping. On va pas en parler pour l'instant, c'est tricky, c'est dur à mettre en place. Peu d'élus savent maîtriser ce truc. Bon, on va rester sur de la GI temps réel, c'est facile à gérer, vous allez voir.
Juste, j'active la GI temps réel. Là, par défaut, la résolution est à 2. Je vais laisser la résolution à 2. Il faut que vous ayez un décor en statique. D'accord? Si vous avez suivi, normalement, votre décor est déjà en statique. Parce que vous en avez besoin pour les reflection probes et vous en avez besoin pour la GI temps réel. Donc, si votre décor est en statique, eh bien, vous pouvez générer le lighting. Voilà. Je vais le laisser mouliner. Et pour être sûr que ça marche, dans les paramètres d'affichage ici, vous pouvez passer en mode, par exemple, ici, vous voyez, dans Global Illumination, en mode système. Et là, je vois que j'ai un damier noir et blanc transparent sur mon décor qui est en statique. Donc déjà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, ce sont les parties marquées statiques. Elles sont là, c'est bien mon décor. Super. Et quand ce sera calculé, vous allez voir que mon décor va prendre des couleurs, en fait. Il va y avoir des zones roses, bleues, vertes. Et ce sont ce qu'on appelle des systèmes logiques de GI qui peuvent interagir entre eux. Et voilà, on va laisser calculer. Voilà, boum. Donc là, on a des couleurs. Il va me calculer les reflection probes. On va laisser terminer. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite. Bam. Voilà. Donc c'est terminé. Vous avez dû sentir que l'éclairage a changé. Les ombres ont été légèrement débouchées sur les côtés. C'est normal, c'est l'AGI qui agit. Alors pour bien la mettre en évidence, je vais vous montrer un truc. Je passe en mode d'affichage Shaded. Et je vais, par exemple, désactiver mon lighting. Je vais éteindre, pam, mon éclairage. On est dans le noir. Super. Je vais me recréer juste un spot. Alors là, du coup, je vois plus où j'en suis. Je vais rééteindre mon lighting. Voilà, donc ce spot, je vais le placer ici, dans mon couloir, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Voilà. Alors, on est dans le noir complet. Ce spot, maintenant, je vais augmenter sa puissance. Ok, je vais augmenter son cône d'action. Je vais booster sa puissance encore un peu. Et là, est-ce que vous comprenez ce que j'entends par GI temps réel, hein? C'est que ma lumière, elle éclaire en direct, en lumière directe, elle éclaire que normalement dans ce cône-là, d'accord? Et pourtant, vous voyez bien que j'ai des rebonds de lumière sur les côtés, sur le plafond. Des rebonds un peu bleutés, parce que mon sol est bleuté. Bah, c'est ça, la GI temps réel dans Unity, en fait, quand vous la précalculez, en fait, Unity enregistre la couleur des objets statiques, et ça va permettre, quand vous allez passer une light en temps réel sur ce mur, de prendre un peu de la couleur de ce mur et de la transférer sur le mur d'en face, de faire un rebond en fait par rapport à ça. Et comme tout est préenregistré, bah, tout peut bouger en temps réel. C'est-à-dire que cette lumière, maintenant, si je l'oriente différemment, voilà, vous voyez bien que j'ai un rebond de lumière en face. C'est quand même pas mal, hein. Et maintenant que j'ai ça, bah, lumière par lumière, je peux venir booster juste l'intensité du rebond, comme on le ferait dans un moteur classique. Vous voyez, un direct multiplier, ici, je peux le booster. Il est à 1, si je veux, je peux le booster. Juste sur cette light. Donc là, elle a une putain de GI. Là, c'est pas du tout réaliste, mais elle est là. Vous voyez? Donc ça peut être stylé hein, pour un jeu avec une lampe torche, par exemple, vous baladez la lampe torche comme ça, et puis boum, vous voyez des reflets de lumière. Ok. Donc voilà, donc déjà ça permet ça. Et maintenant qu'on a de la GI, on peut rajouter un effet ici sur notre global volume. Un effet qui s'appelle... Alors un effet qui est dans Lighting. Vous voyez, je clique, alors je vous le refais. Je vais dans Add Override, dans Lighting, je vais mettre Indirect Lighting Controller. Donc cet Indirect Lighting Controller, il va me permettre de contrôler, comme son nom l'indique, la lumière indirecte. Si j'active ici cet override là, de façon globale dans tout mon level, dans toute ma scène, je vais pouvoir booster la lumière indirecte, donc la GI. Donc là, je commence à avoir un contrôle assez fin sur mon image, en fait. Ça commence vraiment à être cool. Et je peux aussi contrôler la puissance des reflets, pareil, de façon globale. Vous voyez, si j'active le Reflection Lighting Multiplier, et que je le booste, là, en fait, je suis en train d'augmenter la puissance de mes reflets qui sont générés par mes Reflection Probes. Donc là, ça fait très artificiel, mais au moins, je peux prendre le contrôle comme ça de l'aspect de mon image. Donc c'est super intéressant. Tac. Je vais remettre ça à 1 pour l'instant. Et puis, je vais rallumer mon éclairage. Donc ce spot-là, j'en ai pas besoin. Alors, un détail, c'est que cette GI temps réel, vous voyez, quand je l'active et que je la désactive, il y a un petit délai. Il y a une latence entre la lumière directe et l'actualisation de la GI.
C'est normal, c'est parce que c'est très intensif en termes de calcul, et donc Unity a décidé, les développeurs ont décidé de lisser ça sur plusieurs frames en fait. L'actualisation de l'effet se fait sur plusieurs frames, et c'est ce qu'on voit là. Donc il n'est pas recommandé de faire ça sur des lumières qui s'allument et qui s'éteignent de façon très rapide, hein, d'accord. Et d'ailleurs dans la doc c'est ce qui est expliqué. Ça marche plutôt pour des lumières qui vont blinker comme ça de façon très lente, qui vont pulser. Ça a marché très bien pour faire un cycle jour-nuit, le soleil qui bouge, qui se déplace lentement et qui met à jour l'AGI sur vos bâtiments. Ce genre de choses, d'accord. Mais pour des actualisations très rapides, des lumières qui s'allument comme ça, vous allez avoir ce décalage. Voilà. Il faut le savoir, c'est tout. Donc je désactive cette light et je rallume tout mon lighting. Boum, voilà. Et donc, bah voilà, maintenant que j'ai mon lighting avec des rebonds de GI, bah, avec cette lumière indirecte, vous voyez, je peux booster toute la GI dans ma scène. Je peux faire absolument ce que je veux. Donc là, ça commence à être très intéressant. Si je regarde ce qui se passe dans ma game view, j'ai dû gagner un peu en réalisme. Effectivement. Mais pas mal. Ok. Alors, quand on en est là, à avoir placé des reflection probes et à avoir calculé de la GI, on peut encore améliorer la façon dont les objets qui bougent traversent les pièces. On va faire ça avec des light probe group. Il y a plusieurs méthodes pour créer des light probe group. Je vais vous montrer la principale. On va créer un light probe group en faisant clic droit. On va dans light et on va chercher light probe group, c'est ça. Boum. Donc ça me crée un objet light probe group et cet objet il ressemble à ça. C'est un cube et au coin de ce cube il y a une sphère. Et l'idée c'est de peupler votre scène avec ces sphères. Je vais faire un scale comme ça. Je vais hop là mettre ça là dans le coin. Et vous allez mettre les sphères à l'intérieur de votre niveau. Alors pas dans les murs, pas dans le sol, pas à l'intérieur des objets, mais plutôt vraiment à l'extérieur toujours. Je place un premier cube comme ça, et ensuite je passe en mode Edit sur la droite. Ça me permet de sélectionner les sphères, de faire un CTRL-D pour les dupliquer et les déplacer. Et l'idée, c'est de remplir l'espace comme ça de sphères. Vous allez me dire à quoi elles servent ces sphères. J'y viens. Je vais faire comme ça m'a l'air pas mal. Hop, je peux les mettre comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je me mets en vue du dessus. Hop, je prends ça, CTRL-D, je duplique, je déplace, CTRL-D, je déplace. Vous voyez, ça me fait une sorte de maillage comme ça. C'est très joli. Alors le principe, c'est que en fait, quand on a de la GI, et quand on va baker le lighting, quand on va le calculer, la GI va s'enregistrer sur ces points dans l'espace. Ça veut dire que dans l'espace, on va savoir sur ce point-là, par exemple, à quoi ressemble la lumière, quelle couleur elle a, quelle intensité elle a. Sur ce point-là aussi, on va le savoir. Sur ce point là-bas aussi, au fond, on va le savoir. Et ça va varier dans l'espace. Et le fait d'enregistrer ces données-là, ça va faire que si vous passez un objet à l'intérieur, un ennemi par exemple qui va passer, cet ennemi va passer dans ce maillage et en fait il va prendre la couleur enregistrée sur ces sphères. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ça. Donc on continue à mailler comme ça notre niveau. CTRL-D, je duplique. C'est un coup de main, hein, mais ça se fait bien. Tac, tac, tac. Et ok, vue du dessus, je vais me prendre cela, CTRL-D, ici, ici, hop là, je regarde à quoi ça ressemble en vue perspective, on est pas mal, et je continue, hop, CTRL-D, donc l'idée c'est d'en mettre absolument partout où le joueur peut aller, le joueur ou un ennemi, hein. Et ici, ici. Alors au plus vous allez avoir un maillage dense, au plus vous aurez de précision dans l'enregistrement des infos de lumière, donc c'est à vous de voir.
Moi, c'est pas trop mal. Toi, tu viens là. CTRL D, j'en mets sur ce couloir ici. Voilà, ça, je les prends. CTRL D, je les duplique. Vous voyez comment j'y vais comme un bourrin, là. Tac. Ça, je les enlève, je les enlève. Tout ce qui est ici, hop là, c'est symétrique. Donc, CTRL D, je les prends, je les mets ici. Vous voyez qu'ils sont tous reliés entre eux, c'est normal. Maintenant, si je regarde ce qui se passe dans ma scène, j'ai bien peuplé toute ma scène avec des sphères. C'est beau, hein? Et maintenant, je vais recalculer le lighting. Hop. Generate. Alors, normalement, il va calculer que ce qui a changé, donc il ne va pas recalculer toute la GI, normalement. Voilà, donc le bec est terminé. Alors, maintenant, si je prends un objet qui bouge, par exemple, le petit robot, le drone, où est-ce qu'il est ce drone? Il est là. C'est un objet qui est plutôt métallique, donc ça va pas forcément se voir sur un objet métallique. Mais si je me crée une sphère, voilà, que je mets ici, cette sphère, je vais lui mettre un matériau de base qui est non métallique ici, voilà, tac. Alors vous voyez que cet objet, si je le prends et que je le déplace, est-ce que vous voyez ce qui se passe au niveau des reflection probes? Les reflection probes sont affichées et se déplacent avec la... En fait, la sphère prend la lumière des reflection probes les plus proches. Elle prend la lumière des reflection probes dans lesquelles elle se trouve, du tétraède, enfin du triangle, du prisme dans lequel elle se trouve. Et je vois que sur ce reflection probe, la lumière ressemble à ça. Si je me rapproche là-bas, ça va changer, ça va être plus lumineux. Là, vous devez vous dire, mais de quoi je parle? Parce que c'est pas très évident à mettre en évidence. Mais si je prends cette sphère, vous voyez que dans n'importe quel mesh renderer, je peux dire ici d'utiliser les probes ou pas, light probes. C'est justement ce que j'utilise là, light probes. Si je les utilise pas, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Mon objet est éclairé de cette façon, par défaut. Si j'utilise les light probes que je viens de créer et que je viens de calculer, en utilisant blend probes, vous voyez que ma lumière est plus précise sur mon objet. C'est pas grand chose, hein, parce que j'ai déjà de la GI temps réel dans ma scène. Mais c'est ce pas grand chose qui fait aussi toute la différence entre un beau rendu et un rendu dégueulasse, hein, soyons honnêtes. C'est ces petits détails là. Off, on. Et ces blend probes, ces light probe groups s'actualisent en temps réel. Ils fonctionnent avec la GI temps réel. Si je mets une light très forte, ils vont aussi se rééclaircir à l'endroit, au bon endroit, quoi, en fait, hein, voilà. Et rééclaircir les objets qui passent à l'intérieur de ce maillage. Donc c'est super important de travailler comme ça. Si je résume, vous avez les volumes qui permettent de définir le look de votre image. Vous avez les reflection probes qui permettent de contrôler les reflets dans votre scène et de les réinjecter dans les objets métalliques. Et donc de faire le noir aussi complet parce que vous aurez plus le reflet du ciel dans vos objets. Et vous avez l'AGI à calculer, à précalculer sur les objets statiques. Et une fois que vous avez de l'AGI, vous mettez des light probe groups pour réutiliser cette GI sur les objets qui passent dans l'espace en fait. Voilà. Et donc voilà ce que donne mon petit robot avec donc une spotlight et une point light placée à l'avant. Plus le petit flair, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je commence à avoir une ambiance sympa, hein. Je vais continuer à tweaker un peu mon image, mes effets. Et puis, je vous reprends juste après. Et voici le résultat final. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de trucs, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. J'en ferai peut-être d'autres à l'avenir, dans d'autres types de décors, avec d'autres éclairages, pourquoi pas dans un corps humain, dans un décor médiéval, dans une cuisine, dans une cave, j'en sais rien. Il y a plein d'idées, on peut faire plein de trucs. Voilà, je vous laisse une dernière fois avec la vidéo finale, complète, et je vous dis à bientôt.